Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'Appel sur le continent sur la télévision panafricain. Comme toujours, nous sommes très heureux de vous retrouver, toujours aussi nombreux à nous regarder sur Afrique Média. Le sentiment anti-français de plus en plus grandissant au Burkina Faso. Interrogés dans les rues de Ouagadougou, de nombreux Burkinabés exigent de plus en plus le départ de la présence française du Faso. On en parle en sujet unique dans cette édition d'appel sur le continent et concrètement, qu'en pensent les autorités politiques et religieuses? Pourquoi semblent-elles silencieuses à ce sujet selon ce que pensent certains analystes? Réponse donc tout au long de cette émission avec nos invités que nous avons le plaisir de retrouver sur la plateforme Zoom avec nous cet après-midi. Dacier de Bindouté, sociologue. Bonsoir à vous, bienvenue, merci de nous retrouver en direct. Dacier. Oui. Vous m'entendez? Oui. Nous vous entendons, Dacier de Bindouté. Allez-y, nous vous entendons. Bonsoir, bienvenue à vous. Oui, bonsoir à vous, madame. Bonsoir à Afrique Média. Merci à vous de m'inviter pour, en tout cas, ce débat sur cette question de la France-Afrique au Burkina Faso. D'accord, merci à vous d'être avec nous ce soir. À vos côtés, Nestor Bouda, c'est leader panafricaniste au Burkina Faso. Bienvenue à vous, cher Nestor. Merci de nous retrouver en direct. Bonsoir, madame. Bonsoir à mon copanéliste Dacier Bindouté et notre doyen et tonton Siaka Koulibaly, analyste politique et juriste. Je salue aussi le technicien, le PDG, ainsi que tous les panafricains dans le monde entier. D'accord, merci à vous Nestor Siaka Koulibaly que j'espère on retrouvera qu'on retrouvera disais-je dans quelques instants toujours à vos côtés sur la plateforme Zoom. Alors en sujet unique que je le disais, on parle donc de cette présence française désormais hostile au Burkina Faso. Je vais commencer avec vous sur cette question, Nestor. On sait qu'il y a quelques semaines encore, les manifestations exigeaient le départ de l'ambassadeur, notamment l'ambassadeur français au Burkina Faso, ainsi que la fin des accords avec la France. Ce qu'il faut également noter, c'est que ces manifestations, d'une certaine façon, avaient été... ces manifestations donc, avaient été dispersées par la police. Comment comprendre cette réaction, justement, des autorités, notamment, sur... ce départ de la France au Burkina Faso, selon vous? Bon, bonsoir d'abord et bonsoir plutôt. Bon, moi, ce que je peux dire par rapport à réprimer les manifestations anti-françaises, parce que quand tu dis la lutte contre l'impérialisme, dès que tu annonces même la date de la manifestation, ça fait trembler, ça fait peur. Donc, dire que les autorités sont venues nous gazer, il faut le dire que depuis le temps d'Europe, jusqu'à aujourd'hui, aucune manifestation contre la France n'a été autorisée. Aucune. Depuis le temps d'Europe jusqu'à aujourd'hui. Alors, les nouvelles autorités qui sont là, pourquoi ils ne nous laissent pas manifester? Nous ne savons pas trop les raisons. Mais bon, peut-être, comme Burkina est toujours le partenariat avec la France, peut-être c'est pour ça, pour ne pas fâcher les partenaires, qu'on nous interdit de manifester. Ça, on ne saura parce que tout simplement, sur la note, quand nous avons fait la demande d'autorisation pour manifester, ils ont mis simplement pour des raisons de sécurité, à l'insécurité, et que les forces de l'ordre sont mobilisées pour aller au front. Donc, il n'y aura pas comment on appelle ça, il n'y aura pas de membres de gendarmerie ou de police pour encadrer la marche. Donc, il faut que ce soit pour des raisons de sécurité. Voilà ce qui a été évoqué. Bon, alors que nous avons vu d'autres personnes font des manifestations, bon, ceux qui le font en soutien du gouvernement, ils ont toujours leur autorisation et ils ont toujours eu les forces de l'ordre pour les encadrer. Mais bon, quand on dit on est contre l'impérialisme, on n'a jamais eu des forces de l'ordre pour nous encadrer, mais c'est plutôt, ils sont là pour nous gazer. Voilà un peu ce que je peux analyser par rapport à ça. Jusqu'à présent, je ne sais pas quelle est la raison qui fait
on nous interdit de marcher. Alors que nous ne marchons pas contre le régime, mais nous marchons pour demander simplement le départ de l'ambassadeur qui nous a insultés et le départ des bases militaires du Burkina Faso. C'est tout ce que nous demandons. Merci. Pour ce premier jet d'analyse. Alors, Udassié Debindouté, vous êtes sociologue. Est-ce qu'il est possible justement, selon vous, d'analyser cette actualité-là comme un fait sociologique, bien entendu en considérant le fait que, dans la foule parlant justement de ces manifestations-là, on avait pu apercevoir des pancartes hostiles justement donc à la présence française au Burkina Faso, mais des drapeaux russes brandis par certains manifestants. Comment comprendre cela? Oui, merci à vous. D'abord, effectivement, c'est un fait sociologique parce que cela relève du sentiment de la population qui est le résultat de combien d'années de colonisation, de néocolonisation, qui fait que les populations sont très fatiguées et actuellement de tous ces problèmes qu'elles rencontrent du fait de ces politiques néocoloniales françaises. Et aussi, il faut ajouter que rien ne tombe du ciel, hein, tout part des rapports entre les peuples, entre les individus. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, il faut dire que ça a toujours été comme ça. Parce que la France, après les indépendances, est toujours restée parce qu'elle veut défendre ses intérêts, elle veut en tout cas continuer à exploiter les anciennes colonies pour sa survie. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, on voit en tout cas ces répressions. Mais il faut dire que c'est normal aussi au Burkina qu'on réprime, parce que c'est qui dirige le Burkina? C'est la France. Voilà, c'est la France. Donc la France elle-même ne peut pas permettre des manifestations contre elle-même. Dans la mesure où, quand vous repartez dans l'histoire, la France a toujours, en tout cas, gardé une partie du Burkina comme quelque chose d'acquis éternellement. Et aujourd'hui, quand on voit, en tout cas, la géopolitique interne du Burkina, c'est la France qui dirige le Burkina. Donc, la France ne peut pas permettre qu'il y ait des manifestants. Et tous ceux-là qui luttent contre la France, il y a des Burkinabés qui sont foncièrement contre eux, prêts à les réprimer, prêts à faire de ce qu'ils veulent, parce que tout simplement, ce sont les représentants directs de la France. Voilà, donc aujourd'hui, tout ce que nous voyons au Burkina n'est pas du tout nouveau. Voilà, ça fait partie de notre histoire parce que il y a des faits dans l'histoire qui montrent qu'aujourd'hui le Burkina va se libérer difficilement de la France parce que tout simplement ça a toujours été comme ça. Et il y a des éléments que la France aujourd'hui utilise contre le peuple burkinabé. Mais ça ne veut pas dire que le peuple aussi accepte et est soumis à cette néocolonisation de la France. Les gens disent toujours non. Mais quand, par exemple, dans un pays, les chefs coutumiers en première ligne sont les représentants directs de la France, quand vous prenez l'Église catholique, c'est le représentant direct de la France, les autres communautés religieuses, que ce soit la communauté musulmane, ce sont des gens qui défendent automatiquement les intérêts de la France. Vous voulez que le peuple se libère comment? Et c'est ce problème que vit le Burkina Faso depuis un certain temps. Et je pense que la nouvelle génération est en train maintenant de vouloir changer les choses, mais il ne faut pas oublier que les dinosaures ont en tout cas les os durs. Voilà. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour que ce pays, en tout cas, puisse se comprendre, parce que le problème est très complexe et ça joue sur la géopolitique. Et moi, je pense que cette question du terrorisme, avec ces manifestations anti-françaises, nous replonge dans les années 1945 avec la naissance du RDA, où la France luttait pour que le RDA n'atteigne pas le plateau Mossi, parce qu'ils trouvent que les Mossi sont plus acquis. C'est notre histoire. Voilà, ils sont plus acquis à la cause française, ils sont dociles, ainsi de suite, et qu'il faut barrer la route au RDA. L'Église catholique a soutenu avec le cardinal Paul Zungrana, et par la suite, on va voir ce que la France va faire de ces peuples Mossi, qui va les prendre pour envoyer directement en Côte d'Ivoire, comme au temps de l'esclavage, pour travailler dans les plantations ivoiriennes, parce que le peuple ivoirien était en lutte. Donc, il ne faut pas oublier l'histoire. Aujourd'hui, c'est les mêmes choses, voilà, qui se répètent.
D'accord, alors au dossier de Bindoute, je reste tout de même avec vous, hein, parce que pour continuer dans le sens de votre analyse, alors ces manifestations dont on parle aujourd'hui, celles qui ont eu lieu il y a quelques semaines et qui ont été dispersées par la police, certes, le peuple est dans cet élan-là, ce sens de demander, d'exiger le départ de la présence française, sauf que cela ne date pas d'aujourd'hui. On se souvient aussi qu'en début de cette année 2022 notamment, en janvier, il y avait déjà une série de manifestations des soldats qui exigeaient le départ de l'armée française. Alors le peuple burkinabé manifestait donc depuis pour dénoncer l'incapacité aussi du pouvoir en place à lutter contre la menace terroriste. Alors si vous dites que c'est la France d'une certaine façon qui dirige le Burkina Faso, c'est donc dire que c'est la France qui a cette incapacité à lutter contre la menace terroriste. Oui, tout à fait. Parce que c'est la France elle-même qui a créé le terrorisme. C'est la France elle-même qui a créé le terrorisme. Parce que la géopolitique de l'Afrique de l'Ouest nous montre que, au temps de Blaise Compaoré, c'est sur le Burkina que la France s'est appuyée pour déstabiliser le Mali. Et à partir de... Ils ont la base militaire française, des forces spéciales françaises qui se trouvent à Cambouensin, n'est pas née après la chute de Blaise. Elle était là avant, pendant Blaise. Et c'est cette base qui faisait les opérations avec les soldats burkinabés contre le Mali. C'est quelque chose qui a été traité par la presse burkinabé. Et au tout début des attaques, quand ça a commencé, personnellement, sur la RTB, j'avais lancé un appel au peuple burkinabé pour dire que non, il faut que les gens se lèvent pour lutter parce que c'est le scénario malien qu'on nous impose. Parce que la France veut recoloniser l'Afrique, redéfinir de nouvelles colonies, c'est-à-dire créer de nouveaux territoires, et à partir de là maintenant, avoir une mainmise, une nouvelle mainmise sur les richesses. Donc, pourquoi aujourd'hui s'étonner qu'on n'arrive pas à combattre le terrorisme, alors que la France est présente avec des milliers de militaires, avec toute sa dernière technologie, et on ne sait pas qui nous attaque, qui fait ces tueries, et aujourd'hui, on veut dire que non, et on ne peut pas parce que c'est un phénomène complexe. C'est la France elle-même qui l'a créé. On a vu au Mali, quand les Maliens se sont levés pour dire qu'ils n'ont qu'à partir. Ils ne veulent pas partir, ils sont fâchés, mais on a vu la victoire de l'armée malienne sur le terrain actuellement. Donc, on peut le dire sans qu'on appelle, sans détour, que c'est la France qui nous a créé le terrorisme. Et moi, je n'appelle pas ça d'ailleurs le terrorisme. J'appelle ça les attaques impérialistes dites djihadistes. Voilà, parce que c'est comme ça l'Occident a toujours pénétré l'Afrique. On cherche des arguments et on vient maintenant s'imposer. Donc, au nom du terrorisme, la France est revenue avec militairement armée. D'accord, merci beaucoup à vous pour toutes ces explications. Alors, je reviens vers vous, Nestor. On se souvient qu'à la mi-juillet dernier, le mouvement Urgence panafricaniste, par exemple, demandait le départ de l'ambassadeur de France et de l'armée française. Cependant, on a écouté également les sociologues à l'instant qui disaient que le Burkina Faso va difficilement se libérer de la France. Alors, malgré toutes ces manifestations, est-ce que vous pensez que le peuple burkinabé va baisser les bras ou alors va toujours tenter de se libérer de ce joug impérialiste français? Nestor, est-ce que vous m'entendez? Activez votre micro, cher Nestor. Ok, il n'y a pas de problème. Et ce que j'étais en train de dire, je disais que le peuple burkinabé ne va pas baisser les bras, ce n'est pas possible. Voilà, baisser les bras, ce n'est pas possible parce que le peuple va continuer à pousser. Aujourd'hui, ce qui me réjouit dans ce combat, c'est quoi? C'est les jeunes gens de mon âge et même ceux qui sont plus jeunes que moi. Et encore, ceux qui ne sont même pas là à l'école. Ceux qui ne sont pas là à l'école du blanc, qui ne savent pas lire et écrire comme moi, c'est leur engagement et leur motivation qui me donnent encore du courage et du tonus d'avancer. Parce que quand tu les écoutes, eux-mêmes, ils nous accusent. Ils disent, vous qui êtes allés à l'école du blanc, c'est vous qui vendez la lutte. À chaque fois, c'est vous qui vendez la lutte. Sinon, nous, on est prêts à en finir avec eux. Je dis, bon, c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai, parce que c'est nos dirigeants qui sont là à l'école du blanc, qui signent les accords avec l'impérialisme. Mais malheureusement, les mêmes dirigeants aujourd'hui, le bas peuple crie, on ne veut pas la France, il ne réagit pas. Quand vous prenez exemple, par exemple, au Burkina Faso, surtout le thème de ce soir, par exemple,
l'élite politique et religieuse. Personne ne prend position de manière officielle du côté du peuple. Tout le monde est muré dans le silence. Alors que ça crie dans la rue, ça crie dans la rue, ça crie dans la rue. Alors au finish, soit on pose le débat sur la table pour renégocier les accords, soit un jour ça sera une insurrection populaire comme pour 2014 et ça va péter au visage, sur le visage des élites, que ce soit politique ou religieux. En ce moment, ils vont dire que non, la jeunesse n'est pas éduquée, ils sont pas civilisés, ils sont pas civiques, ils sont inciviques. Alors que au moment où ces bas peuples-là criaient, il fallait les écouter. C'était aussi simple comme bonjour. Mais aujourd'hui, c'est silence radio. Aujourd'hui, au Burkina Faso, parmi les leaders politiques, il n'y a que la dame là, comment elle s'appelle, Yeli Monikam, seule qui a eu le courage de nous rejoindre dans la rue et de dire France dégage. Mais que ce soit les élites des autres partis politiques, personne n'a parlé. Tout le monde est resté silencieux. Que ce soit au niveau des choses, des religieux, personne n'a pris position. Tout le monde est resté silencieux. Alors que les religieux sont des éclaireurs, ils sont des guides, ils sont là pour nous guider dans le bon chemin. Maintenant, si au moment où le bas peuple dit bon, nous avons identifié tel ennemi, c'est lui, prenez position. Les leaders religieux n'ont pas parlé, les leaders politiques n'ont pas parlé. Alors qu'en 2013-2014, quand il y avait le débat sur la modification de l'article 37, mais les religieux sont sortis, chacun a pris sa position. Leader politique, chacun a pris position. D'autres ont dit qu'on est d'accord avec la modification, on soutient Blaise. D'autres ont dit non, on n'est pas d'accord avec la modification, on ne soutient pas, on manifeste. Et c'est le droit constitutionnel qui donne cela. Mais pourquoi aujourd'hui, nos leaders, le peuple se sent abandonné? Il se dit, bon, il y a l'insécurité. Après l'investigation, on s'en rend compte que non, c'est la France qui est le parrain des terroristes. La preuve est que nous, on parlait de ça ici, tout le temps, les gens ne nous croyaient pas. Mais aujourd'hui, l'État malien allait déposer plainte à l'ONU avec des preuves que la France est le parrain des terroristes. Malgré tout ça, les leaders religieux au Burkina ne parlent pas, les leaders politiques ne parlent pas, mais le peuple ne va pas baisser les bras. On va continuer comme en 2014. Vous savez, le débat sur le Sénat et l'article 37 a commencé à jasser depuis 2012, 2013, mais le peuple a maintenu jusqu'à ce que le jour que Blaise a dit, aujourd'hui je vais modifier, le peuple a dit stop, ça suffit. Donc, pour faire partie de la France du Burkina, ça sera difficile, c'est un combat de longue haleine, mais ça va aboutir, ce n'est pas impossible. Merci. Alors Nestor, merci pour cette intervention. Toutefois, selon vous, qu'est-ce qui fonde exactement le silence dont on parle, le silence des autorités politiques et religieuses à ce sujet? Pourquoi, selon vous, sont-elles réellement silencieuses? Bon, il faut reconnaître que y a certains leaders, comme je l'ai dit, ils sont inféodés à la France. Et la France tient beaucoup de nos leaders avec certaines preuves. Bon, moi, je n'ai pas les preuves, hein, mais c'est selon mes analyses. Par exemple, quand je prends exemple, la plupart des leaders politiques au Burkina Faso sont des anciens DG, des anciens ministres. Donc, généralement, comme la France a ses gestions dans presque tous nos services, ils vont te pousser à faire certains compromis, certains deals dans les services. Maintenant, quand tu deviens leader d'un parti politique, étant un ancien ministre, la France a des dossiers sur toi. Donc, tu ne peux, quand les autres disent abat la France, toi, tu ne peux pas dire abat la France parce qu'ils vont t'exposer. Vous voyez un peu ce que je vais dire. Bon, maintenant, par rapport au côté religieux, je ne sais pas comment je vais dire, mais bon, c'est un milieu que je ne maîtrise pas trop parce que je ne suis pas un leader religieux. Mais quand même, au Mali, nous avons vu des leaders religieux prendre position officiellement, tels que les Mahmoud Diko, tels que les Haïdara, les shérifs de Nioro. Il y a plein de leaders, de guides religieux qui ont fait ça. Bon, pourquoi? C'est la même religion catholique, musulman, protestant au Burkina Faso, ainsi que les traditionnalistes comme les Moro Naba, les chefs de canton, mais ils ne parlent pas. Bon, c'est ça qui nous amène à nous poser la question, pourquoi ce silence-là? Voilà, nous les demandons, ce sont nos parents, ce sont nos guides, d'être du côté du peuple et de prendre position. On n'est pas contre le peuple français, mais c'est la politique française. La politique, ça dit qu'actuellement au Burkina Faso, c'est les militaires français, nous on ne veut même pas du tout. Sinon, ce n'est pas la France elle-même. Nous, on a demandé à l'ambassadeur de partir. On n'a pas dit de fermer l'ambassade. Non, nous avons dit, M. Luc Alal, il nous a insulté, il n'a pas parti. On peut envoyer notre ambassadeur. Maintenant, les bases militaires françaises, ça, c'est non négociable. Ils doivent partir. C'est tout ce que nous, on demande. Mais nous, on ne comprend pas pourquoi les leaders religieux et les leaders politiques sont silencieux.
Voici moi aussi l'interrogation que moi je me... Voilà, la question que moi-même aussi je me pose. Pourquoi? D'accord, merci beaucoup à vous Nestor pour toutes vos explications. Alors, on a le plaisir d'accueillir Monsieur Siaka Koulibaly, juriste et analyste politique qui nous a également rejoint pour analyser avec nous cette thématique unique ce soir. Alors, Monsieur Siaka Koulibaly, le sentiment anti-français, donc je le disais à l'entame de l'émission, semble de plus en plus grandissant. Au Burkina Faso, interrogé donc dans les rues de Ouagadougou très souvent, de nombreux Burkinabés exigent le départ de plus en plus de la présence française. C'est dans notre thématique de ce soir, surtout quand on tente de comprendre la position des autorités politiques et religieuses à ce sujet. Selon vous, Siaka Koulibaly, pourquoi ces autorités-là semblent silencieuses à ce sujet? Merci, merci beaucoup Africa Média pour l'opportunité qui m'est donnée d'intervenir sur votre antenne afin de m'adresser à tout le continent sur la cause africaine. Même si nous parlons aujourd'hui du Burkina Faso, il s'agit d'une question qui concerne toute l'Afrique et surtout la jeunesse militante d'aujourd'hui. Alors, la question, elle est très claire et pour moi, la réponse également est très claire également parce que j'ai l'avantage d'avoir une certaine expérience de ces questions. Ma jeunesse militante s'est déroulée au moment où se faisait la révolution démocratique et populaire au Burkina Faso. J'avais adhéré à ce mouvement-là, déjà j'étais au scolaire. La révolution a commencé quand j'étais en classe et elle s'est poursuivie, elle s'est terminée quand j'étais en deuxième année d'université. Ce qui fait que je peux me baser sur cette expérience pour tenter de comprendre pourquoi aujourd'hui les élites, à la fois politiques, que sociales et culturelles, que sont les chefs coutumiers, les chefs religieux, n'arrivent pas encore à embrancher avec l'ambition et la demande expresse de la jeunesse de se séparer de la France en tant qu'ex-puissance colonisatrice, mais aussi en tant qu'entretenant le néocolonialisme sur le Burkina Faso. En réalité, pour comprendre l'attitude de nos élites d'aujourd'hui, il faut repartir sur des données historiques qui sont claires et compréhensibles pour tous. L'Afrique, dans sa généralité, a subi l'esclavage pendant 400 ans, la colonisation pendant 100 ans, la néocolonisation pendant 100 ans encore. Donc ça fait en tout plus de 600 ans que l'Afrique subit cette présence étrangère qui ne s'est pas contentée de l'exploitation des richesses naturelles du sol et du sous-sol de nos pays, mais s'est aussi lancée dans la transformation socio-culturelle de nos populations afin d'en faire un modèle précis qui réponde donc à ce plan de ces pays étrangers et assurer leur exploitation sur la durée. Ce qui fait que aujourd'hui, quand vous regardez la plupart des pays, en particulier les pays francophones, vous verrez que l'élite qui se trouve aujourd'hui dans ces pays, c'est une élite qui a été entièrement modelée par une conception des relations de l'Afrique avec elle-même. C'est-à-dire que les États que nous sommes en train aujourd'hui d'animer, ce sont des purs produits de transplantation venus de l'Occident. Le modèle étatique, le modèle politique de la démocratie libérale, ce sont des données que nous avons reçues de l'extérieur. Ce qui fait que la classe politique et les forces sociales et coutumières et religieuses proviennent d'un modèle sociopolitique bien précis et il n'est pas du tout évident que cette élite puisse se départir du modèle qu'il a mis en place. C'est pour cette raison qu'il y a encore de la lourdeur chez l'élite burkinabé à l'heure actuelle pour répondre aux ambitions d'une certaine jeunesse
devoir quitter la France du territoire burkinabé. Pour que l'élite puisse modifier sa position, il y a des conditions bien précises. Quelles sont ces conditions? Pour que l'élite puisse changer, il faut qu'il y ait sur place un projet sociopolitique cohérent et compréhensible qui soit viable et qui peut remplacer l'ancien modèle sociopolitique qui prévalait jusqu'à présent. Et pour que ces modèles soient proposés, il faut ce qu'on appelle un parti d'avant-garde qui fasse la réflexion, qui fasse les propositions des projets sociopolitiques qui permettent à l'élite de se rendre compte qu'il est possible de faire autrement, qu'il est possible de changer le fusil d'épaule et qu'il est possible de faire fonctionner la société burkinabé autrement. Et je pense que, nonobstant l'existence des courants, des mouvements sociaux, des jeunes qui sont très actifs, moi je salue leur engagement, il y a encore du travail qui reste à faire. Sur le plan général, vous avez le Mali qui a embrassé une certaine dynamique et le Mali est en train de faire son chemin dans sa libération afin de se doter d'un modèle propre à lui. Il faut encore que le Mali finisse certaines étapes afin de pouvoir être une aide pour les pays qui sont voisins. Pour l'instant, il y a de la réflexion à faire et pour les gens comme moi qui sont plus versés dans les aspects réflexifs, nous sommes effectivement en train de réfléchir à quel modèle il faut proposer et comment il faut convaincre les élites qu'on peut changer de modèle sans casser la maison, sans que les groupes sociaux sur le territoire ne disparaissent totalement, et surtout qu'on peut sortir donc de ces problèmes du terrorisme qui nous handicapent aujourd'hui fortement, et qu'on puisse avoir un avenir meilleur. Donc je pense qu'il y a un travail qui reste à faire, qui peut s'ajouter à la mobilisation qui existe à l'heure actuelle, qui est déjà très notable et remarquable, pour qu'on puisse envisager un avenir différent pour les sociétés africaines. Alors, M. Cheikhat Koulibaly, j'aimerais tout de même rester avec vous sur cette question parce que quand on vous écoute, quand on tente de comprendre ce que vous dites, on comprend bien qu'en substance, il faudrait qu'à un moment donné, les autorités religieuses et politiques changent justement pour pouvoir soutenir la jeunesse dans ce sens-là seulement. Cette jeunesse burkinabé-là qui demande, qui exige la rupture de tous les accords de coopération militaire et économique, notamment avec la France. Alors, si les autorités continuent à être sourdes à ces appels, mieux continuent de faire la sourde oreille, pensez-vous qu'un jour finalement le Burkina réussira à s'affranchir de la tutelle française? Oui, en fait, on a posé la question concernant les autorités, les acteurs politiques et les leaders religieux et coutumiers. Oui. Et j'ai tenté d'expliquer pour quelles raisons cette élite-là avait du mal à changer de positionnement et à accepter le discours de la rupture totale avec la France. Il y a un autre élément que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est que les autorités politiques en place à l'heure actuelle au Burkina Faso n'ont pas encore effectué un revirement évident, clair, qui permette à cette élite de la classe politique et des leaders religieux et coutumiers et de savoir en fait sur quelle ligne le Burkina Faso se trouve à l'heure actuelle. Il y a des frémissements qui sont à remarquer en ce qui concerne donc le leadership politique à l'heure actuelle, à savoir que le gouvernement d'aujourd'hui a déjà annoncé la diversification des partenariats. Cela signifie que le Burkina Faso en tant qu'État ne va pas collaborer avec la France seule, à l'exception des autres pays qui pourraient vouloir collaborer avec lui. Je veux parler de la Russie, je veux parler de l'Iran, je veux parler d'autres pays comme la Turquie, la Chine, etc. Donc, nos autorités ont déjà annoncé la diversification des partenariats. C'est un premier pas. Le second pas, ce sont les approches que le pouvoir actuel est en train d'effectuer auprès du Mali voisin. C'est vrai qu'il s'agit de la lutte contre le terrorisme et que pour le moment, on n'a pas encore le contenu de la collaboration qui est demandée avec le Mali.
est-ce qu'il s'agit tout simplement d'un partenariat militaire, tactique, où on aura besoin donc de l'assistance des militaires maliens qui disposent aujourd'hui d'un équipement différent du nôtre en termes donc de géocouverture du territoire et qui pourrait donner donc des informations sur la localisation des terroristes sur le territoire. Est-ce que c'est une demande purement militaire opérationnelle ou bien est-ce que c'est une demande de rapprochement stratégique que le Burkina est en train de faire? Cette question n'est pas encore clarifiée à l'heure actuelle, ce qui fait que beaucoup d'acteurs ne savent pas encore sur quel pied danser si on veut parler de cette manière-là. C'est pour ça qu'il faut encore, comme je l'ai dit tantôt, que certaines questions préalables soient réglées pour qu'on puisse avoir un fort contingent donc, des acteurs actifs sur le terrain en termes donc, de partis politiques, en termes de leaders religieux et coutumiers, qui puissent embrancher dans le discours de libération contre la France à l'heure actuelle. C'est pour cela que pour moi, autant la volonté existe de s'affranchir d'un certain nombre de carcans qui sont, il faut le dire, préjudiciables au développement du Burkina Faso, autant il reste un travail important à faire, autant du côté des intellectuels engagés de gauche que des pouvoirs politiques à l'heure actuelle, pour qu'on puisse avoir une modification totale du positionnement de nos élites et dans le sens de l'affranchissement du Burkina Faso de son partenariat avec la France. Merci beaucoup, Monsieur Siaka Coulibaly. Merci pour toutes vos explications et éclairages. Je reviens vers Dacier, Bindouté et puis Nestor tout à l'heure. Le temps pour nous d'ouvrir le standard et permettre à nos téléspectateurs d'interagir avec nous sur cette thématique qu'on va retrouver sur ce Jean qui nous appelle. Bonsoir à vous, Monsieur Jean. Bienvenue. Merci de nous retrouver en direct. Allô, bonsoir. Et ceux qui ont perdu la vie, les 35 Burkinabés tués récemment, avec les blessés, leur propre rétablissement, je m'incline devant la mémoire de ces victimes de la France. Et maintenant, si nous revenons au sujet, les deux premiers ont été très passifs, sincèrement. Et nous, on ne se voit pas si c'est le pays des hommes intègres comme Thomas Sankara les a éclairés un peu, mais la lumière n'est pas encore quand même éteinte. Pour le troisième analyste, et oui, il a brossé un peu le problème. Vous voyez, nous ne sommes pas ici pour accuser les religieux et les coutumiers, ces consorts. Non, parce que le travail qui est fait, le troisième l'a dit, le travail qui se fait par la France, c'est un travail démoniaque, très spirituel. Alors, si vous parlez de religion, ça dépend. Parce que, vous avez parlé tout à l'heure sur l'archevêque, je ne sais pas quoi là. Mais quand certains, dans ces clubs, dans ces religions, moi je fais partie de ce genre de religion quand même, mais je ne suis pas adepte de ces idées. Quand ils appartiennent à la franc-maçonnerie, ces évêques-là, ils adorent Lucifer. Est-ce que cette même personne peut professer Dieu, le vrai Dieu, de justice et d'amour? Non, c'est des noms, c'est des maquillages qu'ils ont portés, que la France a fait porter dans leur session. On ne va pas parler de ça assez, mais le problème épineux, c'est que l'armée est le gardien de tout pays. Nous lancer un appel à Dabiba qui ne serait pas plus français que les Français. Ce que les Français vous proposent et vous acceptez, soi-disant intellectuels et autres, nous vous disons que vous ne serez pas plus français que les Français. Vous avez déjà trop joué le jeu pour soutenir la France. Malgré cela, nous vous informons que la France va payer tout ce qu'elle a fait. Moi, je le dis avec joie parce que la nature est faite de justice elle-même. Si vous, fils du pays,
Vous ne pouvez pas arrêter l'hémorragie. Le pays, son essence même, va régénérer des éléments pour contrer la France. On vous promet des nationalités françaises. Vos enfants vont fréquenter à Paris. Vous aurez des comptes à Paris. Tout cela, à quoi ça va apporter? À quoi de bon ça apporte au Burkina? Encore voilà que 35 personnes viennent de mourir encore au Burkina. La coopération avec la France, ce n'est pas question d'y revenir. La France doit partir. Simplement, quel que soit ce qu'elle vous dit, autorité burkinabé, n'écoutez pas la France. La France est un pays manipulateur, menteur. Avec les papiers de France, on vous trompe. Vos enfants qui vont fréquenter à Paris, ce qu'on sort, ils vont subir le sort que vous faites subir à vos pays, à vos citoyens. Sincèrement, c'est une vérité. Vous vous souvenez du cas de Bensouda? Je ne sais pas quoi. Qui était ce pays, son enfant est tué ici, dans un club de mafia. Vos enfants vont payer ce que vous faites à vos pays, vous dirigeants, qui acceptez jouer le jeu de la France. La France n'est plus à sauver. La France a choisi sa partie de tuer. C'est pourquoi elle a élu un président. Un président qui n'a pas de famille, qui ne passe même pas à avoir de progéniture. Ce président n'a pas de cœur. C'est un sanguinaire, il va vous broyer. Alors, simplement, il n'y a pas à tergiverser sur les choix à faire. La Russie appartenait au club, du nouveau club qui apparaît aujourd'hui. La Russie, surtout, n'ayez pas peur de le dire. C'est une opportunité qu'il faut arracher. On ne dit pas que la Chine et la Russie se fait d'elle-même. Non, parce qu'elle subit les mêmes pressions que les Africains subissaient depuis longtemps. Elle a dit non. Nous aussi, nous avons dit non en s'associant à la Russie pour demander humblement cesser vos orgueils. Humblement l'assistance, qu'on vous passe la connaissance, la stratégie pour contrer la France. La France a un projet sur la sous-région du Golfe de Guinée. Comprenez que Dieu vous aide et que touche vos cœurs pour que vous soyez régénérés dans cette lutte pour que l'Afrique retrouve la paix, pour respirer un peu. Que Dieu vous bénisse, nous sommes en guerre. Vous, Monsieur Jean, merci pour votre participation. Derrière vous, on va retrouver Roger qui nous appelle du Cameroun, précisément de Yaoundé. Bonsoir à vous, cher Monsieur Roger, bienvenue, vous êtes en antenne. Je vous en remercie, je vous en prie, madame. Je dis bonsoir. Allô? Participe. Je dis encore merci et vraiment ça reste ma bataille à Afrique Média de nous permettre de nous exprimer directement. Quelques voix, une voix probablement, se fait entendre dans les fronts où le peuple noir se fait abuser, se fait vider de ses richesses. Alors oui, je suis heureux de prendre la parole au milieu de tout ce beau monde qui se bat pour la cause africaine. Et moi, j'aime à le dire, si Bible et Coran ont omis de faire intervenir la survie et l'évolution de la race noire, alors Bible et Coran doivent être réécrits. Voilà ce que je voulais dire. Bien, maintenant, mon propos humblement s'adresse à Monsieur Damimba. Monsieur Damimba, vous ne pourrez vous en sortir sans l'aide de la Russie. Jouer le double jeu n'est pas convenable. Regardez le Mali. On leur a promis destruction, déstabilisation. Mais pour le simple fait d'avoir été en mesure de défendre fièrement ses frontières, aujourd'hui elle rayonne. Aujourd'hui elle brille sur toute l'Afrique. Pas un coin de la rue ignore le nom d'Assimi Goïta. Et déjà, il réside dans nos cœurs. Alors oui, regardez cette poignée de main manquée comme un appel à l'ordre de ce colonel. Regardez ce regard farouche qu'il vous a adressé comme l'appel de l'Afrique.
l'appel vers le rassemblement. Parce que de toute évidence, nombreux sont ces présidents qui se trompent encore, pensant que la France va tenir jusqu'au bout sa parole. Qu'est-il advenu de M. Compaoré, dites-moi? Que va-t-il advenir de M. le président du Niger? Qu'adviendra-t-il de tous ceux qui soutiennent la France, d'après vous? Qu'est-il advenu de ceux qui, aujourd'hui, et qui ont été déchus, ont soutenu la France? Non. J'ose croire, j'ose espérer que votre récente signature sur la participation à la sécurité avec le Mali, en collaboration avec le Mali, j'ose espérer que c'est un moyen dissimulé, déguisé pour vous, d'intégrer enfin la signature de la... Cher Rosé, vous êtes toujours en ligne? Voilà, merci à vous, cher Roger, disais-je. Merci pour votre appel et votre participation ce soir avec nous dans le cadre de cette édition. Derrière vous, on va retrouver Delphin qui nous appelle de Bujumbura au Burundi. Bonsoir à vous, cher frère Delphin. Bienvenue, vous êtes à l'antenne. Bonsoir, ma chère Sophie. Merci de m'accueillir une fois de plus à la maison. Je transmets mes salutations aux invités, mon cher frère Podacé et le frère historien, sociologue, je m'excuse, je n'ai pas retenu son nom. Je salue aussi toute la galaxie panafricaine. Donc, je ne vais pas m'exprimer différemment d'eux. Je suis d'accord avec les opinions qui ont été proposées, en particulier l'aspect historique qu'a soulevé le frère, qui intervenait par Zoom. Il est très important que les sociétés africaines, dans leur globalité, et le cas qui nous occupe ce soir, le Burkina Faso, récupère son histoire. Et c'est à ce titre que, comme le frère Roger qui a parlé avant moi, j'appelle Monsieur Damiba vraiment à arrêter de faire ce que les Camerounais appellent le zoulatisme. Je fais ici référence à Monsieur Ojoula qui, dans les années 50, essayait de proposer une pseudo-coopération euro-africaine, qui est en quelque sorte le précurseur de la France-Afrique moderne. Cela ne peut pas fonctionner. J'en veux pour preuve ce que je ne cesse de dire depuis des semaines chaque fois que je prends l'antenne. Les populations d'aujourd'hui sont, elles, heureusement pour nous, heureusement pour la dynamique qui est la nôtre, sont en avance par rapport à des nègres de maison comme M. Bazoum. Donc, pour ma part, je ne suis pas inquiet. M. Bazoum, M. Damiba, de gré ou de force, seront amenés à dupliquer le scénario qui a déjà cours donc au Mali ou encore un peu avant en Centrafrique. Donc, j'appelais ce soir une fois de plus pour encourager ce processus, encourager les frères et sœurs qui se battent sur place. On ne le dira jamais assez. C'est grâce à vous qui êtes sur le terrain que nous, en dehors de vos frontières, nous continuons à mener le combat, à vous soutenir, de sorte que les esprits ne flanchent pas. Donc, monsieur, je crois que c'est... D'ailleurs, j'ai oublié son nom, il m'importe peu, je parle de l'ambassadeur de France à Ouagadougou, subira le même sort que son homologue, monsieur Meyer, du côté de Bamako. Donc, il ne faut surtout pas relâcher la pression, diversifier la coopération, notamment avec l'axe Beijing-Moscou. Et c'est à ce titre seulement que nous pourrons récupérer morceau par morceau les différents États qui composent notre continent. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser le micro, je m'arrête ici et je reviendrai naturellement pour d'autres émissions, une fois de plus. Afrique Média, le monde. Merci, cher Delphin, merci beaucoup pour votre appel et votre participation. Vous revenez quand vous voulez. Derrière vous, on va retrouver Zerfel qui nous appelle d'Allemagne. Donc, et tout à l'heure, lorsqu'on va momentanément refermer le standard, on va évoquer justement cet appel qui est fait par à la fois certains analystes et même également les panafricains à travers l'Afrique, cet appel qui est fait au président Damiba, justement. Est-ce qu'il va tendre l'oreille à ces différents appels? Et puis, bien entendu, on évoquera également avec
Monsieur Siaka Coulibaly tout à l'heure, hein, les manifestations qui ont eu lieu, je le disais tout à l'heure en l'entame de l'émission, il y a plusieurs semaines de cela au Burkina Faso, mais le choix justement du lieu de rassemblement, est-ce que cela a une signification particulière dans le cœur des Burkinabés? On le verra. On va retrouver Yerima qui nous appelle de Garoua au nord Cameroun. Bonsoir à vous, bienvenue, vous êtes en direct. Merci, bonsoir à tous les opérateurs, merci les patrons. Moi, je me demande, comment je veux. Allô? Allô? Non. Oui, mais moi, je me demande pourquoi est-ce que On reste tout de même au standard, hein. On va prendre Zarfel qui nous appelle de l'Allemagne. Bonsoir à vous, cher Zarfel, bienvenue, vous êtes en direct. Malessa, bonsoir à tous les techniciens d'Afrique Média, bonsoir à tous ceux qui ont appelé avant moi, je vous salue, bien, les choses. Moi, je voudrais dire aux jeunes de Burkinabé, la jeunesse Burkinabé qui est là aujourd'hui en train de souffrir, regardez tous récemment, dites, hein, avant-hier, il y a des milliers de personnes qui sont mortes. 35 personnes, c'est trop. C'est du trop, ça. Et le monsieur, il est là en train d'aller voir Alassane. On ne sait pas ce qu'il s'en va chercher chez ce monsieur-là. Celui qui est là aujourd'hui, moi, je ne sais pas pourquoi. Il est venu pourquoi au juste? Tu es venu pour sauver ton peuple ou tu es venu pour te promener dans les avions, pour aller de pays en pays ou pour aller écouter, comment dirais-je, ces petits bonhommes ou ces vieux corrompus qui sont là. Là, on est en train de tuer chaque jour. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui laissent leur village derrière eux, bien derrière eux, pour venir s'asseoir quelque part où il n'y a même pas la nourriture. Et tu n'es même pas conscient de ça. Et tu es là toujours, les gens crient et vous les bombardez avec comment dirais-je, de n'importe quoi. Pour qu'ils rentrent chez eux à la maison, pour que les Français puissent s'asseoir dans leur propre pays. Non, c'est pas possible. À quel moment l'Africain va changer même? À quel moment? Parce que ce que le Mali est en train de faire aujourd'hui. Mais, attendez, comment c'est pas tombé comme ça? Parce que ce sont les jeunes qui sont sortis et ils ont compris que les militaires qui sont là, ils ont compris que la souffrance de leurs citoyens, c'était trop. Et ils sont portés garant devant vis-à-vis de ces gens-là. Aujourd'hui, toi, tu es venu et tu es là. Attends, je ne comprends pas ce monsieur-là. Je ne comprends pas. Parce que tant que vous, les Burkinabés, vous baissez les bras, comme on vient de dire mon frère tout à l'heure, pour dire que les religieux, les quoi, tout ça sont des corrompus. Ce sont des corrompus. Donc ne regardez même pas, c'est la même chose en Côte d'Ivoire. Comment dirais-je, depuis que les religieux, les imams, ils vont au Mali pour plaider le cas des mercenaires qui sont partis tuer des gens. Or que Alassane a assassiné des milliers d'Ivoiriens dans les prisons. Ils n'ont jamais levé un seul doigt pour parler à ce gars-là. Maintenant, quand on a arrêté des gens, on les a donné de l'argent pour aller se promener. Et moi, ce qui me fait mal, le fait qu'on a libéré ces 3 femmes, ce sont des mercenaires. Est-ce que vous avez vu les gars rapprochés de Kadhafi? Ce sont que des femmes. Ce sont que des femmes. Donc ne dis pas que parce que ce sont des femmes, on va les libérer. Ce sont des femmes, elles sont plus dangereuses. Parce que toi, c'est la femme qui donne naissance à un homme. Aujourd'hui, ce sont les femmes-là qui se lèvent pour aller dans un pays qu'elles ne connaissent même pas, pour aller détruire ce pays-là. Alors, moi, le fait que les Maliens, là, ils disent alimentaire ou quoi, là, ça c'est la plaisanterie. Parce que quand on va rester dans ça, là, toujours les sentiments de machin, ça ne va pas avancer le continent. Parce que le fait qu'on a laissé ces 3 femmes-là, c'est déjà une faiblesse vis-à-vis de ceux qui sont au pouvoir au Mali. Moi, je le dis haut et fort. Alors, donc, vous, les Burkinabés aujourd'hui, ne baissez pas les bras devant ce monsieur-là.
Si, quel que soit Alpha, sortez, tout ce qu'ils vont faire là, sortez jusqu'à ce que ce monsieur-là, il démissionne pour que celui qui doit prendre le relais de ce monsieur-là puisse faire quelque chose pour que la population, chose comme qui n'avait plus avoir quelque chose à l'horizon. Parce qu'on tue des gens inutilement, tandis qu'ils sont tranquilles dans leur palais qu'ils ont pris en otage. Alors, donc, pour moi, aujourd'hui, je ne suis pas avec ces comportements aujourd'hui qui sont dépassés et vis-à-vis des citoyens. On va pas, vous ne devez pas baisser les bras. Nous, aujourd'hui, on est barricadés en Côte d'Ivoire. Quand on fait ça, on te met en prison parce que même les militaires qui sont là, qui sont à cause de l'argent aujourd'hui, ils n'écoutent même pas les citoyens qui sont en train de souffrir en Côte d'Ivoire. Donc, vous qui êtes là aujourd'hui, vous avez la chance. Vous avez la chance. Donc, avancez sans reculer. Merci. Et Vanessa de m'avoir laissé quelques temps de m'exprimer. Merci. C'est nous qui vous remercions, chers Arfel. Merci beaucoup pour votre participation ce soir avec nous. Derrière vous, on va prendre Fadima qui nous appelle de Yaoundé. Et après, on va momentanément refermer le standard pour redonner la parole à nos invités. Fadima, bonsoir à vous. Bienvenue, vous êtes en direct. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Je voudrais précisément adresser mes remerciements à Monsieur Jean qui a appelé tout à l'heure des États-Unis. C'est quelqu'un qui dit toujours la vérité et je crois que c'est quelqu'un qui a vu net, n'est-ce pas, l'hypocrisie de ces religieux qui très souvent portent des soutanes alors qu'en dessous de leur soutane se trouve, n'est-ce pas, l'esprit maléfique. Ils sont dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix pour certains. Ne vous fiez pas à ces gens, chers Burkinabés. Monsieur Damiba n'est pas l'homme de la situation. Il n'est juste que le garçon de course, n'est-ce pas, de la France-Afrique. Il est le chouchou de Ouattara dans la zone de Bazoum. Si vous vous souvenez bien, il s'est laissé manipuler par la visite de Blaise Compaoré la dernière fois. Peu après lui, c'est sa fille qui est venue avec une longue lettre. Ça laisse, n'est-ce pas, sous-entendre que ce n'est pas celui-là qui va faire le jeu de panafricanisme. Il est plutôt un espion et il veut se rapprocher de notre cher Assimi Goïta pour, n'est-ce pas, faire comment on appelle ça, l'espionnage. Bon, moi je pense que la jeunesse burkinabé doit se mobiliser pour que celui-ci soit bouté. Sinon, on n'en sortira pas. Voilà un peu mon point de vue. Merci bien. Merci à vous, chère Fadima. Merci pour votre appel et votre participation. Tout à l'heure, lorsqu'on reviendra au standard, on va retrouver Madame Alice qui nous appelle de la Côte d'Ivoire. En attendant, je me retourne très rapidement vers vous, Dacier Bindouté. Alors, vous êtes sociologue. Je reviens sur cette précision à chaque fois parce que peut-être l'analyse d'un point de vue sociologique pourrait nous aider davantage à en savoir plus, à comprendre davantage de cette thématique ce soir. Revenons justement sur ces appels qui ont été faits ça et là tout au long, par exemple, des interventions. On a écouté plusieurs intervenants, par exemple, appeler le président Damiba à tendre la main justement à cette jeunesse qui manifeste, à écouter, à être plus à l'écoute. Alors, comment analyser justement ces appels au président Damiba lorsque d'un côté, on a aussi ces personnes-là qui ne voient pas du tout d'un bon œil, par exemple, la visite du président Damiba il y a quelques jours en Côte d'Ivoire aux côtés du président Alassane Ouattara. Il a été reçu par le président Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce que vous en pensez? Dacier Bindouté, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Allez-y, on vous écoute. Voilà. Merci encore à vous et merci à tous ces appelants. Et je les remercie pour la compassion qu'ils ont pour le Burkina
Et aussi, je leur dis merci pour l'intérêt qu'ils accordent au Burkina Faso. Mais je vais leur dire que, je veux tout simplement leur dire que le peuple burkinabé par nature est un peuple lutteur. Le Burkina ne va pas tomber. Mais quand on vit dans un pays avec des traites, il faut avoir le courage de dire qu'il y a des traites et que le pays ne va jamais changer. Et c'est bien, en tout cas, les compassions. Mais en tant que Burkinabé, je le dis haut et fort devant tout le monde que le Burkina mérite ce qu'il arrive. Parce que ils ne sont pas, ils sont pas sans savoir que le Burkina, c'est le pays de Thomas Sankara, c'est le pays de Nazi Boni, c'est le pays de Joseph Kizerbo, c'est le pays de Daniel Wenzen Koulibaly, c'est le pays de Laurent Gbagbo. Mais pourquoi ce pays continue de sombrer? Et je vous ai dit ici que c'est la France qui dirige. Pourquoi nous voulons casser notre histoire? Mais tous les morts que vous voyez, quand je dis que le Burkina mérite ce qui lui arrive, est-ce que ces morts-là, quand vous repartez voir comment ils ont tué Norbert Zongo, ça ne vous dit pas quelque chose? Sous Blaise Compaoré, il y a eu combien de morts? Aujourd'hui, c'est le même Blaise Compaoré qu'on veut forcer pour dire qu'il a demandé pardon, alors qu'il n'a même pas encore montré la tombe des gens qu'il a tués. Et aujourd'hui, ce qui se passe au Burkina, nous sommes dans un pays où une ethnocratie a fait clouer le pays depuis 50 ans et cette ethnocratie est soutenue par la France. Ce que les appelants ont dit, est-ce qu'un homme bien éduqué, un garçon qui dirige son pays, peut accepter que quelqu'un rentre dans le pays, tuer 2 personnes et puis sortir? Est-ce qu'un roi qui est assis sur le trône de ses ancêtres peut accepter que dans son royaume, on tue des gens, ils sortent avec des baluchons en train de regagner d'autres villes? Et il est là assis sur son royaume, il ne dit rien. Sur le trône de ses ancêtres, il ne dit rien. Le Burkina, c'est un pays de traîtres. Ceux qui ont grandi le Burkina, que vous connaissez, vous, le monde, que les gens apprécient, ne sont pas de ceux-là qui dirigent le Burkina depuis l'après Blaise Compaoré. Voilà pourquoi le Burkina tombe. Les jours que ces enfants-là qui ont grandi le Burkina, dont vous entendez parler, le Burkina, le pays des hommes intègres, le pays des grands hommes, vous allez voir à une journée, le Burkina va se relever. Actuellement, tout le Burkina Faso est occupé. L'élite politique, c'est qui? Ces gens-là qui ont mangé avec Blaise Compaoré, qui aujourd'hui se mettent dans des liens ethno-politiques pour pouvoir gérer le pays. Mais quand, par exemple, mon frère Siaka Koulibaly, développeur sur la question de l'élite, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui manque au Burkina? Quand on lit Joseph Kizerbo, on attend quoi pour avoir des idées politiques? Quand vous prenez Daniel Wenzen Koulibaly, qu'est-ce qu'il n'a pas posé comme idéologie politique? Quand vous prenez Nazi Boni, le grand fédéraliste devant l'histoire, Nazi Boni a tellement lutté pour la fédération du Mali qu'on a donné la capitale de la fédération du Mali au Burkina Faso et ça allait être Bobo Dioulasso. Comment Nazi Boni est mort? C'est par assassinat. Voilà. Donc le Burkina aujourd'hui traverse tellement de problèmes internes que les gens refusent de nommer et que moi aussi je ne vais pas rentrer dans certains détails ici pour ne pas être considéré comme chose. Mais l'histoire nous dira. Damiba est venu au pouvoir comment? En attendant, le lieutenant-colonel Zungrana est en prison. Pourquoi il ne le libère pas? Le rapport d'Inata est là, on ne connaît pas. Vous parlez des politiques. Quel est l'homme politique burkinabé qui est sorti prendre position contre la France? Ils se sont tous terrés. À part la dame là, Monique, Yeli Monique, personne. On a vu le président du parent Sango, même si Laurent Gbagbo est une grande figure pour la politique, pour la jeunesse burkinabé. On a vu le président du parent Sango, Abdoul Sango sortir dire que oui, Rock lui a dit que c'est la France, Ibeka lui a dit que c'est la France, mais lui il ne va pas collaborer avec Wagner. On a vu le journaliste Newton Ahmed Dari sortir dire que non, ce que les Maliens font là, c'est parce que tout simplement aujourd'hui tu dis que tu es contre la France, tout le monde se lève sans rien comprendre. Toute l'élite burkinabé, je vous dis aujourd'hui, une certaine élite est montée contre même le peuple burkinabé. Il milite pour la France. Quand vous prenez, il y a des chercheurs, c'est eux qui ont avancé les thèses selon laquelle il y a trop de militaires, les camps sont concentrés à Ouagadougou, il y a la pauvreté, c'est pourquoi il y a le terrorisme. Ils n'ont jamais pris position contre la France. Au moment opportun, je citerai des noms vis-à-vis et je donnerai plus de précisions. Quand
vous prenez aujourd'hui ceux-là qu'on appelle les religieux, qui a créé cette notion de communauté religieuse et coutumière, c'est Blaise Compaoré. Aujourd'hui, Damiba a un ministère chargé des cultes et des religions. Aujourd'hui, Damiba a un ministère chargé de l'humanitaire. Quelle est la personne éduquée, un intellectuel, qui dirige son propre pays et qui crée un ministère sur l'humanitaire? L'humanitaire, c'est l'aide que l'extérieur envoie vers un pays afin de l'aider. Mais à l'intérieur d'un même pays, on ne parle pas de l'humanitaire. C'est dénigrant. Donc aujourd'hui, tout ce que les gens voient sur le Burkina Faso, quand je dis que le Burkina Faso c'est un pays de traite, qui a détruit le Mali? C'est les mêmes Burkinabés qui ont détruit le Mali. Roch-Marc Christian Compaoré connaissait très bien le dossier. Quand il y a eu la question du terrorisme au Burkina, combien de Burkinabés ont marché pour dire non au terrorisme et même non à la France? Le peuple malien l'a fait, c'est pourquoi finalement on a eu les Goïtas là. Qui a fait? Les syndicats se sont tous terrés, les partis politiques se sont tous terrés, les rois se sont tous terrés. Que ce soit l'église catholique, les musulmans, les protestants, personne n'a osé sortir parler. Et aujourd'hui, tout le Burkina est occupé. Nous savons ce qu'est notre pays. Nous savons ce qu'est notre pays. Mais on ne veut pas pour le moment en parler pour que les gens pensent que non, tu es contre quelqu'un, tu fais de l'ethnicisme. Mais nous savons dans l'histoire comment la France a exploité le peuple aussi pour éclater tout combat de dignité au Burkina Faso. Ceux-là qui ont fait grandir le Burkina, dont les gens en parlent là, je vous l'ai dit ouvertement. Quand je dis le Burkina mérite ce qui lui arrive, ils ne sont jamais des moussis. Je vous l'ai dit haut et fort. Mais pourquoi voulez-vous aujourd'hui que ces gens-là s'accaparent le pouvoir? Depuis combien d'années on tue le pays, on a occupé le pays, ils disent rien. Aujourd'hui, pour aller à Dori, à Djibo, il faut un convoi spécial. Il faut un convoi spécial. Mais ils sont assis à Ouagadougou en train de bouffer l'argent, de détourner l'argent du pays. Le ministère de la Défense, jusqu'à présent, c'est le ministère qui a été le plus saccagé. Mais c'est qui dirige? Roch a mis tous ses frères aussi là-bas. Comment un ministre de la Défense peut détourner de l'argent en temps de guerre? On ne lui dit rien. On prend un autre en main, même chose. Et quand vous avez vu comment Roch a été renversé, c'est par la traîtrise ethnocentriste là, et qu'on a envoyé les Damiba là qui sont les problèmes. Et ils étaient contre Roch. Comment se fait-il qu'on fait un coup d'État qu'on a un président, entre guillemets, démocratiquement élu, qui a nommé quelqu'un général, qui le fait nommer maintenant ministre de la Défense? Et on fait un coup d'État contre ce président, et ce même ministre de la Défense là revient encore ministre de la Défense et mieux ministre d'État. Et le pays, depuis que Damiba est arrivé, quelle est la partie du pays qui reste? Le pays n'est plus actuellement, le gouvernement est en train de tout faire pour faire basculer ça, qu'il y a une crise communautaire, il y a une crise ethnique. Moi je dis non, il n'y a pas de crise ethnique au Burkina. La crise ethnique qu'il y a eu au Burkina, c'est depuis les années 58. Quand, par exemple, le Mogo Naba, en son temps, a dit qu'il faut écrire la constitution sous monarchie constitutionnelle, et il a tenté un coup d'État le 17 octobre 1958, chose que Maurice Yameogo a réprimée, et il a pris un décret contre la chefferie Mouaga. Et c'est à partir de là, Maurice Yameogo a chassé les bases françaises du Burkina. C'est Blaise qui les a fait revenir. Donc, je termine en disant que quand dans un pays, les gens ne pensent que le pouvoir pour le pouvoir, les gens ne voient que qu'il y a des dérives burkinabés, et comme si d'autres ont loué le pays pour s'asseoir, ça ne va pas aller. Je vous donne un exemple. Et Siaka Koulibaly même est témoin. Tout dernièrement, il y a eu un audio qui a tenu des propos condamnables. Le gouvernement a instrumentalisé le gouverneur de la région du sud-ouest, d'où vient cet individu, et ils ont fait sortir un communiqué pour pouvoir manipuler cet audio, et finalement le gouvernement a entériné ça au Conseil des ministres pour appeler, pour dire que non, ils sont en train de lutter, il ne faut pas qu'il y ait un conflit communautaire. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, est sorti dire qu'il faut craindre un conflit ethnique. Mais pourquoi les gens manipulent? Je donne l'exemple pourquoi. Je prends cet exemple. Je dis aux yeux du monde, à l'heure où nous parlons au Burkina Faso, seul au sud-ouest et le peuple lobby est resté debout et dit qu'ils attendent les terroristes. Parce que cette forfaiture-là, ça ne va pas passer. Et les gens sont en train de tout faire, dans le cadre de cet audio, les gens sont en train de tout faire pour dire que là-bas au sud-ouest, il y a des tueries ethniques.
alors qu'il n'y a rien, parce que le peuple Lobi a dit qu'ils n'ont jamais été vaincus par une force extérieure, ni la France, ni Samori. Ce n'est pas aujourd'hui les terroristes. Les gens le savent. Mais pourquoi on veut manipuler l'information? Parce que tout simplement, on veut que le problème n'a qu'à être autre. Et on va venir maintenant exploiter ça autrement. Donc, il ne faut pas que les gens compatissent pour le Burkina sans prendre aussi la lucidité de comprendre le Burkina. C'est un peuple qui est pris en otage par un autre peuple et soutenu par la France. Sinon, tout le monde sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas les idées qui manquent au Burkina. Quand le colonel Auguste Denis Barry voulait créer un institut, une école, comme on appelle, de stratégie, ce n'est pas le même Roch et Simon Compaoré qui l'ont arrêté et qui l'ont emprisonné. Et dans les dossiers, on dit qu'il voulait faire le coup d'État avec un jardinier. On l'a emprisonné gratuitement comme ça jusqu'à le libérer sans qu'il y ait même un procès. Parce que tout simplement, ils ont reçu des instructions de la France. Donc moi, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, on prenne en compte notre histoire et qu'on se dise la vérité. Moi, je le dis haut et fort. Ce sont nos frères qui meurent. Mais le Burkina mérite amplement ce qui lui arrive. Parce que les Burkinabés ne sont pas sérieux, ils ne se disent pas la vérité. Sinon, le Burkina fait 274 000 km² avec 20 millions d'hommes. Si le Burkina se lève en une seule journée, les terroristes, on va les attraper dans la main, avec les mains comme ça. On sait ce qui se passe, mais les gens sont en train de manger. Les gens ne veulent pas accuser la France. Moi, c'est que un appelant disait, faut pas qu'il y en a qu'à tendre la main à Damiba. Dès que Damiba a fait le coup d'État, si vous vous rappelez, la première émission qu'on a fait sur Afrique Média, je vous ai dit, il ne faut rien attendre de ce monsieur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays. Quand tu connais ça, il ne faut pas attendre de quelqu'un qu'il invente une révolution. Toute l'humanité aujourd'hui est étonnée de voir le Burkina Faso, pays de Thomas Sankara, en train de sombrer et il n'y a pas une voix qui se lève. Ceux qui ont grandi le Burkina, qui ont élevé la voix pour amener le Burkina au rang mondial, ne sont jamais venus du plateau central et la France avait dit que c'est eux qui devaient diriger parce qu'ils sont plus accommodants. Donc quand les accommodants dirigent, vous voulez qu'il y ait quelle révolution? Vous voulez qu'il y ait quelle libération? Blaise Compaoré a fait cette forfaiture. Où est Blaise Compaoré aujourd'hui? Et j'ai dit à l'appelant que Blaise Compaoré a demandé même d'aller se faire soigner en France. Personne n'a voulu l'écouter. La France l'a rejeté. Donc, si des gens sont traites par nature et les gens aiment le pouvoir pour le pouvoir, comment voulez-vous que continuer à compatir à les douleurs? C'est que j'ai dit, quelqu'un peut me considérer d'ethniciste. Mais c'est notre histoire. Si en temps normal sur un plateau, je vous donne des références documentées. Et c'est pourquoi la réconciliation tarde aujourd'hui au Burkina, parce que ça a commencé avec Nazi Boni, qui, après avoir subi tous ces problèmes-là, Nazi Boni même a proposé à Maurice Yameogo qu'on n'a qu'à faire une réconciliation nationale avant d'aller aux indépendances, parce qu'on s'est trop querellé. Nazi Boni, Daniel Wenzen Koulibaly a refusé. Et Nazi Boni, cette question ethnique, l'avait poussé à dire qu'il faut créer une république où les gens de l'Ouest, parce que la France avait divisé le pays en Ouest et les populations en peuple Mossi et en peuple Mossi. Voici comment, du point de vue ethnographique et administratif, la France avait dirigé le pays. C'est ce que nous subissons. Pourquoi le pays Lobi est resté debout et qu'aujourd'hui on veut terminer la lutte du pays Lobi? Parce que la France sait que c'est une zone qui n'a jamais été conquise militairement. Et tout le monde le sait. Aujourd'hui, des populations se lèvent avec des arcs et des fusils de chasse prêts à défendre l'intégrité de leur territoire. Mais les gens sont en train de tout faire pour terminer la lutte. Et tout le Burkina est occupé. À part la zone de Pau, qui est la base des commandos, où les gens ont peur même d'attaquer, parce que les commandos là-bas aussi disent qu'ils les attendent. Et Pau aussi les attend. Les jours que quelqu'un va oser... tout le monde sait ce qui se passe. Ce n'est pas que l'armée burkinabé ne peut pas résister. Blaise a tué l'armée burkinabé. Roch est venu, il a fait pareil. Merci à vous, Dacier Bindout, et merci pour toutes ces explications. Le temps qui nous semble déjà imparti très rapidement. Je vais vous passer la parole à vous, Nestor Boudacier, pour cet élément important que je soulignais tout à l'heure concernant la manifestation d'il y a quelques semaines, précisément à la mi-août dernier, justement. On sait que le rassemblement avait eu lieu devant le mémorial érigé en la mémoire de Thomas Sankara. Justement, est-ce qu'en manifestant ainsi, cette manifestation, ce lieu choisi pour le rassemblement, avait une signification particulière pour vous, Nestor? Devant l'ambassade de France.
C'était plutôt devant l'ambassade de France parce qu'on partait vers là-bas, mais arrivé au rond-point des Nations Unies, nos camarades ont été stoppés par des coups de gaz lacrymogènes. Voilà, c'était au niveau du rond-point des Nations Unies, mais la marche se dirigeait vers l'ambassade de France. C'était pour dire à l'ambassadeur de France de quitter le pays, quoi. Voilà, donc, comme je l'ai dit, et nous l'avons dit, Dassi a souligné un peu, mais je pense qu'actuellement, Damiba même a reconnu cela et dans son discours avant-hier, il est revenu là-dessus. Il a dit, nous avons manqué l'histoire d'être patriotes et la division, et même qui sont les corps habillés, les FDS, corps de défense et de sécurité, censés nous sécuriser, il y a des divisions internes à leur sein. Je ne sais pas si vous avez le discours du président Damiba, peut-être vous pouvez demander à la rédaction centrale, on peut vous envoyer cela. Voilà, donc vous allez voir qu'il est revenu un peu là-dessus. Voilà, ça dit qu'il y a des divisions au sein des FDS et aussi que de la société. Et vous savez, les FDS aussi vivent dans la société. Quand il y a des divisions politiques, à partir de l'assassinat de Thomas Sankara, jusqu'à l'avènement du octobre 2014, jusqu'au coup d'État manqué de Yengere, jusqu'à ce que quitte le pouvoir. Donc, naturellement, il va falloir qu'on parte à la réconciliation. Il faut organiser un forum de réconciliation nationale où on va ouvrir à tout le monde. Certains vont venir parler à cœur ouvert. On va se pardonner comme on appelle ça en Afrique du Sud. Dialogue, vérité, réconciliation. Et le pays va redécoller. Parce que tant qu'on ne solde pas cette crédit de pardon, je ne pense pas qu'on va pouvoir vaincre l'ennemi. Parce que s'il y a des fractures internes, ça sera difficile de vaincre l'ennemi commun. Parce qu'il va toujours s'appuyer sur un groupe mécontent pour renverser l'autre. Il va toujours s'appuyer sur l'autre mécontent pour renverser l'autre. Et je pense que c'est le moment comme ça de sonner la fin de la récréation du mésentente et de la désunion et à faire union sacrée afin de sauver notre patrie. Parce que si ça choque, les Européens, ils vont venir prendre les ressortissants. Mais nous, on va aller où? C'est notre patrie. On n'a nulle part pour aller. Je pense que nous avons intérêt à nous unir pour sauver le pays. Merci. Très rapidement, je reviens vers vous, Siaka Koulibaly. Alors, pour sortir de cette émission avec vous, alors est-ce que justement les décisions peut-être importantes que pourrait prendre Damiba sur cette question-là pourraient peut-être pas radicalement changer le cours de l'histoire concernant ce départ qu'exige la jeunesse burkinabé actuellement de la France? Siaka Koulibaly. Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'entends très bien. Vous m'entendez non aussi? Oui. Oui, parfaitement. Je comprends la ferveur qui existe aujourd'hui sur cette question, donc la libération des pays africains, y compris le Burkina Faso. Je conviens aussi avec l'analyse qui a été réalisée du diagnostic qui est celui du Burkina Faso, en termes donc de formatage par la puissance colonisatrice et néocoloniale de ces pays, qui fait qu'aujourd'hui, il est assez difficile de retrouver les acteurs de premier plan qui puissent porter le discours de cette libération souhaitée par les populations burkinabées, en particulier la jeunesse. En termes de mesures que pourrait prendre l'actuel gouvernement, il faut se dire il faut d'abord que ce gouvernement, le président Damiba, adopte une ligne qui soit lisible. Ce qui, pour le moment, comme je l'ai dit dans mon premier développement, on n'a pas encore réussi à le voir. Il y a des éléments importants qui existent, à savoir la volonté politique de diversification des partenariats, l'approche du Mali pour solliciter une assistance dans la lutte contre le terrorisme. Ce sont des premiers pas importants qui ont été posés. Mais du point de vue de la mobilisation générale, cela n'est pas encore suffisant pour pouvoir faire basculer l'opinion nationale
dans le sens de ce retrait total de la France du Burkina Faso. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Et à ce Malheureusement, nous avons été coupés, M. Siaka Koulibaly. En tout cas, toute la quintessence de vos analyses ont été... Est-ce que... Allez-y, allez-y très rapidement, on va sortir avec vous. Voilà, ils ont d'abord mis en place des autorités qui étaient des autorités qui relevaient de l'ancien régime de IBK. Et il a fallu des événements spécifiques. Et même à partir de là, il y a eu plusieurs étapes successives qui ont abouti à ce que nous avons aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas parler à la place du président Damiba. Je ne sais pas quelle est sa réelle volonté du point de vue du partenariat stratégique France ou Russie. Je ne peux pas trancher cette question à l'heure actuelle, mais au cas où il voudrait le faire, il y a des étapes importantes à franchir. Et je pense que ces étapes-là, il faudrait par exemple commencer par se rapprocher encore plus du Mali, par exemple, pour voir dans quelle mesure la protection peut être apportée et surtout les appuis matériels, logistiques et de formation peuvent aussi être assurés, de sorte que le Burkina Faso dispose d'une capacité de soutenir une ligne politique qui soit claire et qui soit indépendante. Pour l'instant, il y a des frémissements, je le dis, mais on n'a pas encore une détermination finale claire qui permet donc de régler cette question, comme le souhaitent les jeunes comme Nestor et bien d'autres qui sont en train donc de porter haut la question donc de l'indépendance du Burkina Faso vis-à-vis de certaines puissances extérieures. Merci, je vous remercie, M. Siaka Koulibaly. Merci également à vous, Nestor. Merci à vous tous, chers intervenants. Merci d'avoir participé à cette édition d'Appel sur le continent avec vous. Je remercie également tous les intervenants. Malheureusement, nous n'avons pas pu prendre Madame Alice. Toutes nos excuses. Nous espérons vous retrouver dans nos prochaines éditions, chère Madame Alice. Merci à la grande équipe technique de cet après-midi. Et à messieurs, restez bien sûr en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. À très bientôt. Au revoir.